Écoutez-moi, je veux que les transactions reprennent sur le champ. Je veux que vous rappeliez les courtiers. Je veux que vous remettiez toutes ces machines en marche. Je veux que tout reprenne à zéro. À zéro. La ville est barreuse pour beaucoup, elle est grise, c'est la crise. Trop frise à démanger vers le non maîtrise. La ville est barreuse pour beaucoup, elle est grise, c'est la crise. Trop frise à démanger vers le non maîtrise. La ville est barreuse pour beaucoup, elle est grise, c'est la crise. Trop frise à démanger vers le non maîtrise. Tu veux savoir qu'est-ce qui fait tourner le monde? Écoute bien ça. Ok. Le krach a eu lieu. Paris, Tokyo, Londres, New York, toutes les bourses ont vu leur cours s'effondrer cette semaine. Ce qui se passe actuellement aura un impact dans les prochains mois et les prochaines années. Le coronavirus, c'est l'étincelle, le détonateur d'une panique financière. Mais l'effondrement des cours boursiers était prévu de longue date en fait. Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer les causes et surtout les conséquences d'une crise qui ne fait que commencer et qui s'annonce bien pire que celle de 2008. Bonjour à tous vos spectateurs. Écoutez, ça va malgré ces temps qui me rappellent un livre de Gabriel García Márquez, vous savez, L'amour au temps du choléra. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. C'est très intéressant, c'est rempli de surnaturel et de virus et de pas mal de choses. Allez, plus sérieusement, on va revenir ensemble sur l'actualité économique et politique du moment. Les bourses mondiales ont vécu une semaine particulièrement difficile. Depuis le lundi 9 mars, l'économie est désormais frappée de plein fouet. Les conséquences sont déjà considérables et croyez-moi, la crise économique de 2008, à côté de celle-là, c'est de la rigolade. Churchill disait « À la guerre, la vérité est tellement importante qu'elle doit être protégée par des gardes du corps qui sont des mensonges. La vérité est tellement importante à la guerre qu'elle doit être protégée par des mensonges gardes du corps. » Krach a eu lieu donc. La bourse pensait avoir touché le fond lundi, mais jeudi, l'indice des 40 plus grandes entreprises françaises a dévissé de 12%. C'est 10,7 milliards d'euros qui se sont envolés en fumée et elle devrait continuer à descendre dans les prochaines semaines. Mais pourquoi en fait? Les analystes financiers se sont succédés pour expliquer que les contraintes commerciales liées à l'épidémie de coronavirus généraient des inquiétudes et que les mesures que pouvait prendre la Banque Centrale Européenne ne permettaient pas de les rassurer. Ouais, enfin ce qu'on voit sur ce graphique très concrètement, c'est la psychologie de marché on ne peut plus classique. C'est le résultat des choix des ultra-riches, c'est leur réaction face à ce qu'ils ne maîtrisent pas. Des grandes sociétés d'investissement, des grandes banques, des entreprises et des milliardaires ont passé l'ordre à des traders de vendre les actions et les titres de dette privée, c'est-à-dire les obligations, qu'ils possèdent afin d'empocher les 15-20% de hausse qu'ils ont enregistrés ces dernières années. Pierre, on va faire le point ensemble sur la situation. En tant que journaliste, comment avez-vous vécu les événements de cette semaine? Alors, première chose, d'abord, il faut ne pas faire, si vous voulez, de correspondance entre le virus, entre guillemets, et l'effondrement des marchés financiers. Vous avez vu que depuis à peu près 20 jours, Wall Street a perdu quasiment 30%, 20% pour les Français ou un peu plus. Peu importe, c'est l'un des plus grands cracks de l'histoire. On estime, si vous voulez, qu'il y a eu 2 trilliards, entre 2 et 3 trilliards de dollars de perdus en termes de valeur. Donc ça vous donne déjà un aperçu. Mais je tiens à préciser, si vous voulez, que cette tension sur les marchés financiers, elle était déjà là au mois de septembre. Au mois de septembre, personne ne parlait de virus, machin, etc. C'est très important. Et que depuis septembre, avec l'histoire des repos, ce qu'on appelle les repositions, on va simplifier, les banques étaient dans une situation absolument épouvantable, en particulier les banques européennes, au point, et ça je vous l'ai toujours dit, ça fait des années, mais maintenant vous le voyez, parce que tout ce que je vous ai dit là est en train de se passe, c'est-à-dire que quand on avait fait des interviews il y a à peu près 3 ans, 4 ans, je vous ai dit la Banque Centrale Européenne a décidé de fabriquer de la fausse monnaie à partir du 15 janvier, je crois que c'était 2015, ils sont passés en mode entre 80 et 100 milliards par mois. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? C'est depuis le mois de septembre, la Fed américaine, allez, on va simplifier, elle est à 100 milliards par jour. Ils appellent cela prendre leurs bénéfices.
Alors leur objectif, c'est de vendre avant les autres. Et tant pis si ça provoque un effet domino et une crise généralisée, ils le savent que c'est un risque, mais ils pensent qu'ils vont s'en sortir mieux que les autres. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour la majorité d'entre eux entre 2007 et 2009. Que ce soit clair, le problème, c'est pas des milliards perdus par des riches boursicoteurs, c'est les conséquences humaines qui vont arriver très rapidement. Des tonnes de gens vont souffrir durement et pendant longtemps de ce qui vient de se passer. Et si, comme je l'avais indiqué dans ma vidéo précédente, le coronavirus arrive à point nommé pour pouvoir, comme un arrêt de train, c'est un train qui passe, pour pouvoir excuser tous les excès et tout ce qui n'a pas été corrigé dans la crise de 2007 et qui nous revient en pleine tête aujourd'hui, en 2020. Juste toujours pour sauver les banques. Et je le dis à nouveau à vos spectateurs, c'est vous et moi, et surtout nos enfants, qui vont payer le prix le plus cher. Parce que tout ça, c'est uniquement pour sauver des banques privées, des banquiers qui sont salariés de groupes privés, alors que tout ça aurait dû être nationalisé en 2008. Donc maintenant, vous voyez une accélération, c'est-à-dire que certains appellent ça le signe noir. On peut appeler ça comme on veut. Toujours est-il, si vous voulez, que ça n'a fait que mettre en valeur, si vous voulez, la faiblesse d'un système économique qui était déjà en banqueroute totale, bancal, en faillite. Et là, tout le monde veut voir. Mais le côté pratique, hein, parce que mettons-nous du côté des banques, hein, et surtout des ministres des Affaires étrangères ou de Madame Christine Lagarde, le virus est l'excellent. C'est à cause du virus. C'est à cause du virus que tout va s'écrouler. Voilà. Et si ça continue, parce que moi je rappelle que les banques italiennes, la Deutsche Bank, la Commerzbank, et ainsi de suite, Société Générale, hein, voilà, Banque Postale et compagnie, sont dans un état absolument désastreux. Donc aujourd'hui, les lois ont été votées, si vous voulez, afin qu'elles puissent fonctionner sur votre épargne quand elles sont en faillite. Parce que l'Union Européenne a dit « Ah ben non, on va plus prendre l'argent des contribuables. Non, on va prendre l'argent carrément des clients. » C'est un petit raccourci, permettez-moi d'être cynique, mais c'est vraiment ça, quoi. Et si les ultra riches vont s'en tirer pas trop mal, c'est uniquement si nous, les gens qui n'ont rien à voir avec la finance, acceptons qu'ils nous la mettent à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'ils ont prévu? L'Express nous prédit dans sa une récession pire qu'en 2008. Et j'étais frappé de voir sous les commentaires sous ma dernière vidéo économique qu'un paquet de gens considéraient que la crise de 2008 n'avait eu aucune conséquence sur leur vie. Alors, qu'est-ce qu'il en est réellement? La crise de 2008, c'est des millions de personnes qui ont perdu leur emploi parce que leur entreprise a fait faillite. Et d'autres millions de personnes qui n'ont pas pu payer les intérêts de leurs prêts immobiliers et qui ont dû du coup perdre leur maison. En France, c'est 40% de l'augmentation du chômage. C'est 800 000 personnes qui n'ont plus de boulot. C'est la dette publique qui explose et qui justifie des politiques d'austérité qu'on a subies, imposées par l'Europe et qui ont amené la casse du service public. Il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux, il n'y a plus d'argent pour l'école. Et la Grèce est super révélatrice de ces États qui se sont pété la gueule sur cette crise et se sont jamais relevés. Et cet état, ça pourrait être nous maintenant en fait. La Grèce, c'est 40% de leurs revenus qui sont partis pendant la crise, c'est 25% de chômage, c'est le taux de suicide qui a doublé dans sa population, quoi. Alors déjà, on est d'accord, c'est pas cool. Mais comment cette récession qui s'annonce sera encore pire? Quand le traité de Versailles a été signé après la guerre de 14, il a été dit par quelques générales bien informés, ou en tout cas lucides, ce n'est pas un traité de paix, c'est une trêve, un armistice pour 20 ans. C'est vrai que le traité de Versailles, c'est 1919, boum, la Deuxième Guerre mondiale arrive en Europe, techniquement plutôt en 1936 avec la guerre d'Espagne, mais en 1939, ça y est, c'est de la guerre mondiale en Europe. Pareil pour la première crise, 2007-2008, comme elle a été très mal gérée, eh bien, on se retrouve avec une deuxième crise mondiale juste derrière. La crise de 2007-2008 n'était pas la première crise mondiale, bien entendu, mais c'est la même logique, c'est-à-dire qu'on gère absolument n'importe comment la première guerre mondiale avec le traité de Versailles, on fait n'importe quoi, on a des politiques de planche à billets complètement irresponsables, et en plus on ne pardonne pas à l'Allemagne, et là, on va droit à la Deuxième Guerre mondiale. La crise de 2007-2008, on ne fait pas ce que l'Islande a fait. L'Islande est le seul pays qui a été responsable après la crise de 2007-2008, qui a fait ce qui devait être fait, un contrôle de sa monnaie, une gestion de sa dette tout à fait responsable,
bien entendu pénaliser les responsables, les mettre en prison le cas échéant, en tout cas les mettre face à leurs responsabilités. Et en faisant ça, l'Islande a montré la voie de ce qui devait être fait à l'échelle internationale. Ça n'a pas été fait. Aucun gérant de grande banque n'a été mis en prison, ou même inquiété. Seul la Lehman Brothers a été autorisé en quelque sorte à faire faillite, mais d'autres banques qui auraient dû et pu faire faillite, comme Goldman Sachs ou comme JP Morgan, n'ont pas fait faillite. Aujourd'hui, on est dans une situation comparable et face à une crise imminente, en développement très rapide, qui est vraiment comparable à la crise de 2007-2008, sauf qu'elle sera plus grave. Il est absolument certain que la deuxième crise, qu'on va donc appeler la crise de 2020, sera plus grave que la crise de 2008. Parce que plus de dettes s'est accumulée, parce que plus de comportements financiers criminels ont été tolérés et encouragés. Dans la crise de 2008, il n'y avait pas de taux négatif, il y en a maintenant. Et dans la crise de 2008, c'est Lehman Brothers qui s'est effondré. On a une banque bien plus grande, bien plus systémique, bien plus prestigieuse en Europe qui est la Deutsche Bank, qui est techniquement morte. Il faut vraiment le dire de la façon la plus claire, la Deutsche Bank est mort-vivante. Elle n'est tenue en mouvement que comme une sorte de personnage politique qui serait peut-être déjà mort et qu'on exhiberait quasiment momifié juste pour donner le change vis-à-vis du peuple. La Deutsche Bank, qui est la banque la plus prestigieuse d'Europe continentale, est mort-vivante. HSBC, qui est une des banques les plus prestigieuses au monde, a totalement liquidé ses agences en France et a licencié plus de 30 000 employés. Et c'est une des banques les plus prestigieuses au monde, si ce n'est la banque la plus prestigieuse du Royaume-Uni. Face à cette réaction en chaîne qui va frapper la zone euro, encore une fois, le coronavirus est une excuse tout à fait sympathique. En aucun cas, il ne saurait expliquer la situation d'effondrement des banques. Vous avez un virus, si vous voulez, qui immobilise, et je le trouve finalement très pratique, ce virus, pour les ministères des affaires, pour les ministres des affaires, comment dire, de Bercy, pour le ministre des Finances, pour le ministre des Affaires étrangères, et ainsi de suite. Tout est vraiment très pratique pour mettre tout ça sur le dos de ce minuscule virus qui a l'intelligence, si vous voulez, de se répliquer et qui a une durée de vie, somme toute, assez intéressante. Il y a cependant des mesures qui pourraient être prises. Et il y a réellement de l'espoir si et seulement si des mesures démocratiques et des décisions démocratiques, c'est-à-dire prises par les peuples, en forçant leur gouvernement à prendre ces décisions. C'est très important. Les peuples doivent absolument forcer leur gouvernement à prendre leurs décisions. Autrement, la crise peut être catastrophique. Catastrophique, c'est même un mot beaucoup trop faible. Parce que, réellement, les peuples sont toujours ceux qui vont encaisser le plus dans une crise, systématiquement. Il y aura une crise de la dette en Europe, les pays de la zone euro sont surendettés, il va falloir réévaluer cette dette, c'est-à-dire l'auditer, mais lui mener un audit populaire. Qu'est-ce que c'est qu'un audit populaire d'une dette? C'est extrêmement simple. Vous êtes au restaurant, on vous amène l'addition. Bien là, vous devez demander ce que vous avez eu contre cette addition. Quelles étaient les entrées, quel était le plat de résistance, quel était le fromage et le dessert. Et puis les boissons. C'est quoi l'équivalent pour un audit populaire de la dette? C'est quel service public, quel bien j'ai eu contre cette dette. Qu'a-t-il été offert au peuple contre cette dette? Le peuple doit savoir. Une dette de plusieurs milliers de milliards, qu'a-t-il été offert au peuple contre cette dette? Quelle défense? Quelle santé? Quelle éducation? Quelle assurance chômage? Quelle retraite? Qu'a-t-il été offert au peuple qui est débiteur? La dette, elle est mise au nom du peuple. Elle est mise au nom du peuple puisqu'on dit qu'elle est publique. C'est une dette publique, donc elle est au nom du peuple. Et donc elle relève d'un endettement sur chaque enfant, sur chaque individu qui naît, par exemple en France. Donc le peuple a tout à fait le droit de dire « Qu'est-ce que j'ai eu contre cette dette ?» Compétence. C'est parce que tout le système a été pris. Aujourd'hui, la démocratie a été volée par les banques. Je le dis depuis des années, et c'est pas par hasard que le Crédit Mutuel a pris le contrôle de 50-60% des journaux de province. C'est pour désinformer les Français et pour ne jamais parler de la crise
et des banques en faillite, tout simplement. À côté du marché, à Wuhan, et il se trouve que justement à côté de, peut-être à 2 km ou 3 km à vol d'oiseau, il y avait un laboratoire biologique, de guerre biologique, qui a d'ailleurs été mis au point par les Français, en grande partie, dont le mari de Madame Agnès Buzyn. C'est intéressant, le monde est petit, hein, je vous l'ai toujours dit que le monde était très petit. Bref, écoutez, c'est une accusation extrêmement grave. C'est une accusation extrêmement grave. D'ailleurs, les Iraniens aussi ont remis une couche, mais c'était même avant les Chinois, parce que les scientifiques iraniens, comme les scientifiques chinois, ont étudié le virus. Et bon, c'est pas mon domaine, donc je n'en sais rien. Mais tout ce que je peux vous dire, si vous voulez, c'est que ça arrange bien les démocrates américains qui, depuis qu'ils ont échoué à empêcher Trump, hein, donc ça c'était il y a 2 mois, hein, grosso modo, ou 1 mois et demi, je ne sais plus, eh bien rêvaient, si vous voulez, de quelque chose qui pourrait déclencher une crise financière massive, afin que Wall Street s'effondre, et surtout, donc, ce qui entraînerait à ce que Donald Trump ne soit pas réélu. Voilà. J'invente rien, c'était dans le Washington Post, dans le New York Post, dans le Wall Street Journal, New York Times, partout vous avez même un super dessin, une caricature humoristique sur le sujet. Donc concernant cette dette publique qui va devenir une des bombes prête à exploser dans la crise bancaire imminente, le peuple doit pouvoir faire un audit de la dette en disant « C'est très simple, si je n'ai pas eu en échange de cette dette, de cette addition qu'on m'a présentée, un service qui raisonnablement vaut cet argent, je ne paierai pas, point. Car cette dette ne me regarde pas en tant que peuple français. » Ça, c'est le point très important. La révolution américaine s'est faite autour d'un seul principe. Pas de taxation sans représentation. Les Américains auraient pu être prêts à ne pas déclarer leur indépendance. Il y avait beaucoup de loyalistes pendant la guerre d'indépendance américaine. Les loyalistes se disaient « Nous sommes prêts à être taxés si nous sommes représentés, si au Parlement britannique nous sommes représentés. » Et on le leur a refusé. Ils ont dit « Eh bien, la taxe, elle ne nous concerne pas, car nous ne sommes pas représentés, donc elle ne nous concerne pas. » Aujourd'hui, l'équivalent de la guerre d'indépendance américaine et l'équivalent du message politique américain du XVIIIe siècle, c'est pas de dette publique sans équivalent public. Si je n'ai pas eu d'hôpital qui va avec ce prix faramineux sur lequel je suis endetté, si je n'ai pas eu d'école, si je n'ai pas eu d'infrastructure, si je n'ai pas eu tout ce qui va avec de retraites, etc., d'assurance, de fonds souverains pour investir dans les entreprises, cette dette ne me concerne pas. Et le peuple français doit être absolument prêt à dire tout cela. C'est-à-dire, écoutez, dans cette crise bancaire majeure dans laquelle nous sommes et que nous n'avons pas causé, dans cette crise de la dette, montrez-moi ce que j'ai eu contre cette dette, je vous dirai si je vais le payer ou pas. Honorablement, oui. Si j'ai bien eu tel train pour un prix raisonnable, pour un prix comparable dans un autre pays, eh bien oui, je paierai cette dette, puisque j'ai eu un train en échange, puisque j'ai eu des mines en échange, puisque j'ai eu des infrastructures en échange, ou des assurances, ou un bien-être tangible et concret pour le peuple. Et si le peuple ne l'a pas eu, eh bien, que la personne qui a bénéficié de cette dette la paye, puisque ce n'est pas lui qui en bénéficie. Ça, c'est donc un point très important. Pas de taxation sans représentation, c'était le message clé des colonies américaines au XVIIIe siècle. Eh bien, pas de dette sans équivalent public de la dette, pas de dette publique sans équivalent public, c'est évidemment le message principal qu'il va falloir porter démocratiquement. Donc si ce virus effectivement met totalement l'économie à l'arrêt pendant 2 mois, là il y aura quand même des faillites colossales les unes après les autres, notamment de petites entreprises, de restaurants, de cafés, de blanchisseries, de que sais-je. Enfin bon bref, ça va être une véritable catastrophe. Je ne suis même pas certain que le gouvernement soit prêt ou ait même envisagé, si vous voulez, les mesures à prendre dans ce cas extrême. Voilà la réalité. Et je termine là-dessus, et je pense qu'ils vont limiter les retraits d'argent
dans les distributeurs. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Et c'est pour ça que je mets en garde vos spectateurs. Je pense que c'est inévitable quasiment qu'ils vont limiter les retraits aux distributeurs. Et il faut mettre plus de démocratie. Oui, la seule solution à la crise majeure dans laquelle nous sommes, c'est plus de démocratie. Avec, dans le cas français, une simplification administrative claire, puisque on ne peut pas avoir de démocratie sans une clarté administrative absolument limpide. Commune, région, nation. Il ne faut pas aller plus loin. La métropole française est un territoire somme toute petit. Certes, il y a cette magnifique, grande et prometteuse zone économique exclusive de la France. Certes, il y a un potentiel extraordinaire de la France dans le XXIe siècle. Mais sur le plan administratif, il faut simplifier ça à commune, région, nation. Une fois qu'on a cette simplicité administrative, une démocratie plus directe sera beaucoup plus facile à mettre en place, puisqu'elle reste le seul et unique remède à la crise majeure, bien supérieure à la crise de 2008, dans laquelle nous sommes entrés, depuis plusieurs mois, en réalité depuis plusieurs années. Simplement, dans une crise, c'est toujours la classe moyenne qui est informée en dernier. Quand la classe moyenne est informée, ça y est, la crise est absolument irréversible, puisque l'information, comme on dit, le génie est sorti de la bouteille, l'information est totalement irréversible. Ah bah écoutez, complètement, je veux dire, est-ce que vous vous rendez compte que Madame Lagarde, si vous voulez, imprime de l'argent pour injecter uniquement dans les banques, alors que vous, nos spectateurs, eux, ils ont également des dettes, hein, parce que pourquoi ne pas le donner à ce moment-là à chaque Français et Française non, mais on peut vraiment se demander légitimement la question, enfin, on peut se poser, légitimement cette question. C'est absolument, mais c'est abusé, c'est une forme d'escroquerie monumentale. Et manifestement, nous sommes les seuls, à part quelques-uns, dans les opposants à la doxa ou aux médias classiques, à dénoncer, si vous voulez, cet état de fait de cette impression de monnaie de singe qui ne profite qu'aux 0,1% de la population. La planche à billets ne fait que rendre les riches encore plus riches et les détruit toutes les classes moyennes, et même les classes supérieures descendent à chaque fois d'un cran. On en a parlé il y a grosso modo 1 an ensemble. Vous voyez que c'est de pire en pire. Je n'invente rien. La création de fausses monnaies se termine toujours de la même façon. Je ne fais que le répéter, ça amène un militaire au pouvoir et une dictature. Voilà. B-A-L-I-K demi-portion. J'en ai marre de toute cette merde, à ne plus rien comprendre. On n'entend plus que le bruit partisan des armées. Trop de mensonges et de postures. Le monde est en cendre entre cancer de la foi et tumeur de la paix. On en est où? Je vois les gens se replier, c'est le hasard, c'est le bazar. À toi de jeter les dés, dictature ou démocratie. Tous des tarés, président de père en fils et conflit d'intérêts. Y'a des promesses en pagaille, des mensonges en cascade, des cols blancs en cavale et des gosses en cabane. Quelqu'un a pris l'argent sous la table et de sources policières le député est coupable. Ils veulent une société sélecte alors ils éliminent à mort, définissent les torts, jettent par-dessus bord. Ils veulent vivre comme des riches et se comportent comme des porcs. Ils se comportent comme des porcs. Qu'est-ce qui nous tuera? 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 On nous a tué à coups de malbouffe. L'on met à nous et sa famille se cache dans la brousse. Qu'est-ce qui nous tuera? On est déjà en train de creuser. Le monde est fou, a une démarche à la Kaiser Sosé. On est là pour te sauver, la musique le prédit. L'amour coûte cher, pour une tombe on te fera crédit. Qu'est-ce qui nous tuera? L'air pur ou cette pollution? Nique la politique qui ne trouve aucune solution. Famine, répression, injustice, on s'égare. Pourquoi ça ne bouge pas depuis ma première Sega? À qui profitent les crimes de l'État? Mais qu'est-ce qui nous tuera? Et jusqu'où on ira? On sait d'où on vient, pas où on va. Je suis né dans une famille modeste. L'injustice et la guerre sont des choses que je déteste. Qu'est-ce qui nous tuera? 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 Qu'est-ce qui nous tuera?
l'art de prendre la lumière que de vivre dans le noir et la poussière. Ne cherchez pas le paradis sur la terre, c'est que tapis dans le noir.